Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Nous sommes samedi, le 17 février 2024. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. Aucune trace pour plus de 3 milliards 200 millions de francs burundais sur les 20 milliards qui étaient destinés aux ripostes contre le coronavirus au Burundi. Vous l'entendrez dans ce journal. La récente décision de la Cour suprême sur le dossier de la journaliste Floriane Ilangabiyé n'est pas sidérante si l'on tient compte de l'instrumentalisation de la justice par le régime CNDD-FDD. C'est du moins les propos de différents défenseurs des droits humains et juristes. Vous les écouterez également dans ce journal. Et puis dans ce journal également, nous allons vous parler du projet de réhabilitation et de modernisation de la société sucrière du Mosso, ce SUMO en sigle, qui pourrait ne rien résoudre de ces difficultés liées à la production, et une mauvaise récolte pour cette année n'est pas non plus à écarter. Et comme tous les samedis, le mini-magazine au cœur de la société, nous préparé par la synergie des médias, est au rendez-vous. Et le sujet d'aujourd'hui porte sur la réduction des investissements qui s'observent de plus en plus au Burundi. Voilà pour les titres. Dans quelques instants, le développement. Oh, bonsoir. Justice pour commencer. La décision prise par la Cour suprême de maintenir la journaliste Floriane Ilangabiyé en prison démontre à suffisance que la justice burundaise est instrumentalisée par le pouvoir en place, celui du parti CNDD-FDD. C'est en substance la réaction du défenseur des droits humains et juriste de formation, maître Janvier Bigirimana, qui regrette aussi le fait que la Cour suprême n'a pas voulu interroger la loi avant de prendre une telle décision. Suivez plutôt Maître Janvier Bigirimana. La décision qui vient d'être rendue par la Chambre de cassation de la Cour suprême du Burundi est une décision scandaleuse parce qu'elle n'a pas voulu constater les irrégularités ainsi que la violation de la loi qui ont été commises par la Cour d'appel dans la décision condamnant la journaliste Floriane Ilangabiyé. Normalement, la Cour suprême est une juridiction qui doit être l'exemple d'autres juridictions sur le territoire national. C'est une juridiction qui devait inspirer, donner le meilleur d'elle-même pour que la justice soit rendue au nom du peuple et dans le respect strict des droits et des libertés des citoyens. Mais nous avons observé le contraire et c'est dommage que l'appareil judiciaire burundais est soumis aujourd'hui au joug de l'exécutif du CNDD-FDD. La Cour suprême n'a pas voulu appliquer la loi dans sa rigueur. En effet, le fait d'avoir accusé Floriane Ilangabiyé d'avoir commis l'article 611 du Code pénal du Burundi en voulant porter atteinte à l'intégrité du territoire national, nous pensons que c'est une infraction qui ne pouvait pas être commise par cette journaliste. Aujourd'hui, le fait de l'emprisonner, c'est commettre une atteinte grave à ses libertés. C'est une violation flagrante de la Constitution et en vertu de l'article 60 de la Constitution, le pouvoir judiciaire était le seul rempart auquel les citoyens devaient recourir, mais malheureusement, nous constatons que ce pouvoir judiciaire est devenu, sans aucune exception, un outil utilisé par l'exécutif burundais, le parti CNDD-FDD, pour réprimer les journalistes, pour réprimer les opposants, les défenseurs des droits humains, ainsi que des citoyens qui sont présumés comme tels. Maître Janvier Bigirimana indique que de telles décisions ternissent l'image du pays, d'où il demande aux autorités burundaises et aux magistrats de se ressaisir et essayer de travailler pour l'intérêt de la population et non dans le but de servir des intérêts sectaires. Encore une fois, écoutons Maître Janvier Bigirimana.
Nous pensons que c'est une décision qui va ternir davantage l'image du Burundi, l'image du gouvernement du Burundi. Le fait de prendre en otage cette journaliste n'avantage en rien son pouvoir qui est décidé délibérément d'aller jusqu'au bout dans la violation de la loi, mais aussi dans les abus qui sont commis quotidiennement contre la population burundaise. Nous demandons donc aux autorités burundaises, à ces magistrats de se ressaisir et de constater que chaque jour, chaque minute, chaque heure où Florian Irangabiye va rester en prison, que ce sera une injustice de plus qui sera en train d'être commise. Nous demandons aux médias, à la communauté internationale, à tous les acteurs de constater que nous n'avons plus de pouvoir judiciaire et que le peuple burundais n'a plus de secours. Le fait de subir des intimidations, le fait de travailler dans un contexte délicat de pouvoir judiciaire n'est pas une justification suffisante par rapport aux injustices que subissent la population. Si le pouvoir judiciaire doit être le garant des droits et libertés des citoyens, il faut que les détenteurs de ce pouvoir, en l'occurrence les magistrats, essaient de s'efforcer pour travailler dans l'intérêt de la population burundaise et non pas servir des intérêts sectaires de ce parti au pouvoir qui brille par des abus insupportables à l'endroit d'une population misérée qui est soumise à des conditions de vie insupportables. Raison pour laquelle, que ce soit les autorités judiciaires burundaises, que ce soit les autorités politiques, elles doivent tout faire pour changer de tir, sinon la situation devient de plus en plus catastrophique. En parlant toujours du dossier de la journaliste Floriane Irangabiye, il n'y a rien d'étonnant que la Cour suprême ait confirmé sa détention injuste, étant donné que personne n'ignore que la justice burundaise travaille sous les ordres de l'exécutif. Propos de la présidente du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Maître Jeanne d'Arc Zaninyana souligne également que c'est très déplorable de voir la justice burundaise être incapable de se ressaisir et cesser de commettre l'injustice envers des innocents pour le profit d'une poignée de dirigeants. La décision prise par la Cour suprême du Burundi de confirmer la détention de Mme Floriane Irangabiye pour une période de 10 ans et le paiement d'une amende de 1 million est une décision en soi qui ne surprend aucun Burundais, malheureusement, du fait que aujourd'hui on a l'habitude de voir que la justice burundaise ne statue ni sur le droit ni sur les faits, ce qui fait que aujourd'hui beaucoup de Burundais sont injustement détenus et parmi eux Floriane Irangabiye. Et ce qui est encore plus malheureux, c'est de voir que malgré les cris des Burundais, malgré les cris de la communauté internationale qui réclame la libération de Mme Floriane Irangabiye, les autorités burundaises font comme si ils n'entendent pas. Et encore pire, les juges des cours et tribunaux du Burundi acceptent toujours de suivre certaines injonctions qui leur ont été données par les autorités burundaises. Et cela est encore plus dommage de voir que les juges ne veulent pas dire le droit, ne veulent pas vraiment travailler dans l'indépendance que la loi leur accorde. Ce qui est encore plus malheureux, c'est que aujourd'hui, si on regarde les décisions qui sont prises par la justice burundaise, ce sont des décisions qui condamnent des personnes innocentes. Mais au fond, quand on regarde aujourd'hui le nombre de personnes violées, de femmes violées, le nombre de crimes qui se commettent encore au Burundi, le nombre d'injustices que les Burundais sont en train de subir, cela fait mal de voir qu'ils s'attardent sur des cas qui n'ont pas du tout raison d'être, qui n'ont pas du tout l'essence dans le fond. Et cela renforce le désespoir de croire en la justice, alors que la justice est là pour redonner l'image du Burundi, mais aussi pour donner l'espoir aux Burundais. Je pense que la justice, c'est la seule instance auquel toute personne, tout citoyen devrait avoir confiance. Et Maître Jeanne d'Arc Zaninyana d'encourager aussi Floriane Irangabiye ainsi que tous les autres Burundais qui sont détenus injustement et les invite à garder de l'espoir car pour elles, ils retrouveront tôt ou tard leur liberté. Encore une fois, Maître Jeanne d'Arc Zaninyana. Enfin, tout ce qu'on peut dire par rapport à cette décision, c'est que l'espoir que nous avons, c'est que le temps
c'est le meilleur juge et que tôt ou tard, Florian Ilangabillé finira par sortir de cette prison et que nous, les Burundais, nous pourrons se réjouir de l'avoir dehors. On lui lance alors nos encouragements, nous la soutenons, nous sommes toujours avec lui, nous sommes toujours avec tous Burundais qui sont détenus injustement et que nous espérons qu'un tôt ou tard, le jour finira par se lever et que le Burundi connaîtra un nouveau ère de justice. Page politique à présent, certains habitants de la commune Gatara, en province d'Okayanza, dénoncent le comportement des responsables à la base du parti CNDD-FDD, lesquels responsables les obligent d'adhérer à ce parti. Le paiement d'une amende fait partie des sanctions infligées à ceux qui n'obtempèrent pas, précisent toujours ces mêmes habitants. Lui demandent l'intervention des autorités administratives. Plus de précisions avec Vicky Chris Nimeretse. L'un des exemples de persécution que subissent les habitants de la commune de Gatara par les responsables du parti CNDD-FDD s'est déroulé ce jeudi 15 février. Selon nos sources, les responsables du parti au pouvoir dans la commune, accompagnés des Imbonerakure, ont interdit à toute personne de la colline Murago de vaquer à ses activités quotidiennes afin de participer à une réunion du parti CNDD-FDD dirigée par Focas, responsable de ce parti au niveau communal. Les outils de travail tels que les houes ont été confisqués par ces membres du parti au pouvoir, ce que nos membres qualifient de persécution. Les participants à la réunion ont rapporté que des propos intimidants ont été tenus à l'encontre de nos membres du parti. Certains responsables ont menacé ceux qui n'ont pas encore adhéré au parti de le faire rapidement sous peine de représailles. Les non-adhérents sont également surpris de l'obligation de participer aux réunions du parti au pouvoir sous peine d'amende ou d'autres sanctions. Ils demandent aux autorités compétentes d'intervenir pour mettre fin à ces persécutions, soulignant le droit de chacun à adhérer au parti de son choix. Nos sources indiquent que le responsable du parti CNDD-FDD à Gatara s'est ensuite rendu dans d'autres collines telles que Nyarurambi, Karambi, Bubugora, Gihoro, Ruhengeri, Gakenke, Kivuruga et Muhingira. La RPA n'a pas réussi à contacter le responsable du parti CNDD-FDD au niveau communal, ni Sylvain Gakuyano, pour obtenir leurs commentaires sur ce sujet. Poursuivons ce journal par la page santé pour vous parler de cette pénurie du médicament appelé Ardol, administré aux patients souffrant des troubles mentaux au centre neuropsychiatrique de Kamenge, SNPK en sigle, qui se remarque dans presque tout le pays. Des proches des patients du dit hôpital font savoir qu'ils peinent à trouver au niveau de différentes pharmacies ce médicament indispensable pour les malades et souvent prescrit par des médecins. S'il n'est pas cher là où il est disponible, ce médicament est difficile à trouver, indiquent nos sources. Le point avec Emmanuel Niungeko. Les grandes fermentations sont multiples au sein des familles ayant des patients souffrant de troubles mentaux au centre neuropsychiatrique de Kamenge, communément appelé Chirojanti. La pénurie du médicament Ardol injecté à ceux qui souffrent des maladies mentales est la principale cause de ces grognes. Selon les familles ayant des patients dans ce centre, à chaque fois qu'ils sollicitent ce médicament, la réponse qui leur est donnée est qu'il n'est pas disponible. Il y a beaucoup de lamentations, de désespoir et de chagrin pour les malades mentaux de chez le gentil. Quand ils demandent le médicament appelé Ardol, ils ont répondu que ce médicament n'est pas disponible. Et quand ils demandent pourquoi, on les répond qu'on est en train de le chercher, mais ça fait plus de 2 semaines que ce médicament n'est pas disponible. Actuellement, les malades ayant des troubles mentaux arrêtés dans les enceintes du centre sont administrés d'autres médicaments à la place d'Ardol. Quant aux malades qui sont traités étant à leur domicile, ils sont obligés de se rendre à différentes pharmacies à la recherche d'Ardol. Néanmoins, à part qu'il est presque impossible de trouver ce médicament, même en cas de disponibilité sur le marché noir, il coûte tellement cher. Pour les malades mentaux qui sont hospitalisés chez le gentil, ils sont administrés d'autres médicaments. Mais pour ceux qui sont obligés de prendre ce médicament par mois et qui sont chez eux, on leur ordonne d'aller chercher ce médicament dans des pharmacies. Là aussi, ce n'est pas facile de le trouver. Et quand ils le trouvent, 100 ml d'Ardol coûte 118 000 francs Burundi, tandis que 50 ml coûte 88 600, alors qu'avant, chez le gentil, ce médicament ne dépassait pas 40 000 francs Burundi.
Vous comprenez que c'est dommage et effrayant. La situation est pareille pour les nouveaux patients. Quand ils arrivent chez le gentil, on les envoie chercher son médicament pour revenir avec, afin qu'il soit injecté. C'est vraiment dommage. Désespérés, ceux qui vivent avec des maladies mentales demandent au gouvernement de les revenir en aide, surtout que ce médicament coûte très cher pour les pauvres. Pire encore, même la ministre de la Solidarité qui les prenait en charge ne le fait plus depuis quelques jours. Nous demandons au gouvernement de disponibiliser son médicament car nous l'achetons nous-mêmes avec notre argent et à un prix exorbitant. Que le gouvernement nous vienne en aide vraiment, qu'il nous aide à se faire soigner gratuitement car son médicament est tellement cher. En plus, pour nous les pauvres, ce n'est pas facile d'avoir de l'argent. Acheter un médicament pour 40 000 n'est pas aussi facile. Nous ne pouvons pas se faire soigner sans avoir vendre nos terres ou alors nos bétails. En plus, c'est un médicament que nous prenons chaque mois. Avant, le ministère de la Solidarité nous aidait à avoir ce médicament, mais ce n'est plus le cas. Qu'ils reprennent cet acte pour nous, les pauvres. À ce propos, la RPA a essayé de contacter la ministre Imelda Sabushimike et à la Solidarité nationale dans ses attributions qui prenait en charge et assistait les malades mentaux en leur fournissant ce médicament, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à toi Emmanuel Niungeko. Et plus de 3,2 milliards de francs burundais, soit 15% de 21 milliards utilisés dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Burundi. Manque de pièces justificatives. Déclaration de la commission parlementaire en charge des questions économiques lors des questions orales à la chambre basse du Parlement ce jeudi. Le ministre des Finances, Audace Niyonzima, a demandé à l'Assemblée nationale de renoncer à enquêter sur son montant non justifié puisqu'il est incapable d'en fournir des explications. Le ministre Audace Niyonzima. Il serait inutile de mentir que nous allons fournir d'autres pièces supplémentaires aux factures pro forma alors que nous ne les avons pas eues à ce moment-là. Sur ce point, je ne promets rien. En vérité, comme l'honorable Parfait l'a dit, j'aimerais que cet audit soit clôturé ici même, puisqu'en réalité, on n'a rien caché à la Cour des comptes et encore moins à la Commission, sauf ces éléments qui n'ont pas été disponibles. Toutefois, nous allons améliorer nos services de classement. Ce n'est que cette recommandation que je retiendrai. Mais s'agissant de l'audit sur l'utilisation de ces fonds, si vous le permettez, honorable, ainsi que les autres députés présents, admettons que le rapport a été bien élaboré. Bien plus, en ce qui concerne d'autres rapports relatifs à la gestion des fonds publics, vous n'y trouverez pas ces imperfections, puisqu'il existe des procédures d'engagement et d'ordonnancement qui sont scrupuleusement observées dans tous les ministères. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette observation émise par l'honorable Parfait, mais que moi aussi j'avais l'intention de soulever afin que vous révisiez ces recommandations. Alors que des députés avaient exigé les pièces justificatives de l'utilisation de cette somme colossale, le président de la Chambre basse du Parlement a plutôt cautionné la requête du ministre. Gelas Ndabira avait signifié que les députés ont été satisfaits des explications qui leur ont été fournies, tout en félicitant la commission de gestion de ces fonds. Nous n'avons qu'à apprécier le travail de la commission de gestion qui, par la grâce de Dieu, est parvenue à bien réaliser sa mission sans que ces gens soient dotés d'autres techniques avancées et même ceux qui étaient formés en la matière dans les pays occidentaux ont échoué. Au Burundi, nous nous servons de l'intelligence naturelle et nous en tirons indemnes. Ainsi donc, comme l'a demandé le ministre, les fautes et erreurs qui ont été commises nous concernent tous. Je crois alors que c'est compréhensible vraiment. Par contre, nous sommes très satisfaits et nous apprécions aussi votre rapport. Il y en a ceux qui pensaient au pire, comme quoi rien n'a été fait et que l'argent aurait été détourné, mais nous en sommes ravis. À ceux qui ont suggéré qu'il en soit de même pour les autres projets, je pense que la Cour des comptes n'aura plus de motifs à avancer pour ne pas nous présenter les rapports concernant d'autres projets.
Cette commission de gestion au riposte contre la Covid-19 a été présidée par le ministre de l'Intérieur d'alors, Gervais Ndilakoucha, actuellement Premier ministre, avec comme adjoint le docteur Tadé Ndikumana, qui était le ministre de la Santé publique, dans un montant de plus de 87 milliards, essentiellement livré par la communauté internationale. Le ministère des Finances en avance une sorte de 37 milliards de francs burundais. Et le ministère ayant dans ses attributions les travaux publics et les infrastructures devrait tirer une leçon dans la solidité des infrastructures anciennes et devrait aussi savoir pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui. Réaction du président de la PARSEM après que le ministre des Travaux publics, Dieudonné Doukoundane, ait annoncé que l'entreprise Sogea Satom aurait commis des erreurs dans la construction de différentes routes au Burundi. Selon Faustin Ndikumana, il est nécessaire qu'il y ait une maison indépendante chargée d'assurer la surveillance de l'évolution de telles activités. Écoutez plutôt Faustin Ndikumana, il est le président de la PARSEM. Et le ministre des Travaux publics vient de faire une déclaration prouvant qu'il y aurait déjà un malentendu entre la Sogea Satom et le gouvernement. PARSEM, dans son analyse, se demande la question suivante. Est-ce que, d'abord, l'entreprise Sogea Satom vient d'effectuer les travaux et d'aménagement des routes dans notre pays depuis bientôt 15 ans? Est-ce que dans tous ces travaux exécutés, le gouvernement n'avait pas recruté une maison de surveillance pour garantir la bonne fin des travaux exécutés par Sogea Satom? Une maison de surveillance payée pour ça. Pareil, on se posait la question comment les autorités de l'administration tiers ont réceptionné ces travaux alors qu'il y avait des faiblesses ou il y avait des insuffisances au niveau de la qualité et des travaux exécutés. Encore actuellement, on sait que dans des administrations aussi corrompues comme la nôtre, il y a des fois des paiements illicites exigés par les autorités à ces entrepreneurs qui gagnent les marchés pour continuer de donner des paiements illicites. Donc, j'imagine quelque part que ces infrastructures est considérée par certaines autorités comme une mer nourricière. Et en cas de détournement des deniers publics à travers l'exécution des travaux publics, si actuellement le ministre des Travaux publics a une bonne foi, il faudrait qu'il y ait une maison indépendante, des maisons indépendantes comme la Cour des comptes, l'Inspection générale de l'État ou une enquête parlementaire pour mettre la lumière sur cette situation. Il faut qu'il y ait des inspections indépendantes pour donner de la lumière. Sinon, on envoie les cadres du ministère des Travaux publics pour constater, pour vérification, pour analyse. Donc, ce n'est que ceux qui ont réceptionné les travaux antérieurs exécutés par Sogea Satom. Je crois quelque part qu'il faut apprendre à commanditer des études, des analyses indépendantes pour donner rapport. Sinon, on constate que la corruption est devenue systémique en matière de construction des infrastructures. Les autorités publiques rompues aux pratiques de la corruption, de la spéculation, considèrent la construction des infrastructures comme un cadre par excellence de détournement des deniers publics. Et vous voyez plusieurs travaux de construction des infrastructures traînent, passent beaucoup de temps. Certains sont inachevés, d'autres sont réceptionnés alors qu'il y a des vices au niveau de la construction, au niveau de la qualité, mais tout passe comme ça et les paiements sont décaissés, l'argent est décaissé du trésor public, alors qu'en contrepartie, l'infrastructure n'a pas de qualité requise. Et en comparant avec les infrastructures construites ultérieurement, on voit que les infrastructures ont été construites dans le temps, sont des infrastructures fortes. Ça devrait servir de leçon aux autorités actuelles. Le projet de réhabilitation, de modernisation, d'extension et de la mise en place d'une nouvelle usine à la société sucrière du Mosso, Susumo, avance à pas de tortue. Les espoirs de sauver la Susumo n'aboutissent toujours pas après des négociations dans le cadre du partenariat avec Sarai Group. Selon les observateurs avisés, ce partenariat pourrait ne pas produire des résultats pour cette année, et même s'il advenait que les deux parties concluent un accord. Eric Mionzima nous fait le point.
Le 2 février de cette année, le président de la commission chargée d'élaborer le plan d'affaires à la Sosumo a convoqué une réunion. L'ordre du jour portait sur l'échange sur l'état d'avancement du projet de réhabilitation, modernisation, extension et la mise en place de la nouvelle usine. Et le deuxième point portait sur la proposition sur l'offre financière de Sarai Group. Mais sur terrain, nos sources à la Sosumo indiquent qu'il n'y a aucune ligne de démarrage du partenariat Sosumo-Sarai Group. On n'a aucune nouvelle sur l'état d'avancement de ce projet, mais dans les documents qui étaient envoyés au chef de cabinet civil du président, vous savez qu'il disait que le partenariat avec Sarai Group allait déjà démarrer à partir du 24 janvier 2024, mais ils ne sont toujours pas venus. Il n'y a d'ailleurs aucun signe qui montre qu'ils envisagent de venir. Ici, on ne voit que des Indiens qui sont en train de faire quelques réparations de la chaudière et deux autres qui procèdent à la réparation du turbo alternateur. Pour cette année, les autorités de la Sosumo ont planifié de débuter la campagne de production du sucre à partir du 15 mai, alors que normalement la campagne démarre le 1er juin. La période entre deux campagnes est une période consacrée à l'entretien des champs de canne à sucre. Cette année, les plantations sont très bonnes selon nos sources. Le problème se situe au niveau technique. Plusieurs engins ont besoin d'être réparés, mais les pièces manquent. La Sosumo n'aurait pas de moyens pour s'en procurer. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Aloïse Ndaikengurkiye, administrateur directeur général de la Sosumo, mais son téléphone portable sonnait, mais il n'y avait personne pour décrocher. Par les sociétés à présent, des usagers du parking de la Cotebu s'indignent du fait qu'ils sont obligés de payer des frais de réhabilitation de ce parking. Ils disent ne pas comprendre le motif de ce paiement faussé, d'autant plus qu'ils doivent aussi payer des taxes à la mairie. Pour eux donc, cette réhabilitation devrait être faite par la mairie. Les détails avec Dani Claire et la Troumba. Après une correspondance lui adressée par les usagers du parking dit Cotebu, selon laquelle ces usagers demandent au maire de la ville de les aider dans l'aménagement du dit parking, surtout que les clients manquent de passage à cause de la présence des eaux stagnantes et de la boue, mais sans réponse. Une colère noire ronge aujourd'hui ces usagers du parking de Cotebu. Une colère qui est consécutive à la collecte de l'argent au sein de tous les usagers de ce parking pour faire aménager eux-mêmes cet endroit. Selon notre source, ces usagers du parking de Cotebu sont fâchés du fait qu'ils sont obligés de payer une somme d'argent oscillant entre 21 000 et 27 000 francs burundais à la mairie, et ce par mois. Ils se demandent en effet à quoi sert cet argent si ce n'est pour aménager le parc. Ils demandent au maire de la ville de Bujumbura de veiller à ce que l'argent d'aménagement de ce parking dit Cotebu soit débloqué. Vous saurez que les grognes se font entendre également au sein des commerçants des environs car la clientèle a diminué. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, à ce propos, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Nous lui avons également envoyé un message sur WhatsApp. Nous attendons sa réaction. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. L'édition d'aujourd'hui revient sur la réduction des investissements qui s'observe de plus en plus au Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Pierre Gahungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Selon le rapport du premier trimestre concernant l'exécution budgétaire pour l'exercice 2023-2024, la récession des investissements est à 30% au Burundi. Quels sont les facteurs ayant contribué à cette réticence des investisseurs? Quel comportement devrait adopter le Burundi pour attirer les investissements? À l'aide d'un expert en économie, voilà quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce 17 février 2024. À la présentation, vous êtes avec Pierre Gahungu. Bienvenue. Il est inconcevable qu'il y ait une réduction des investissements alors que même les sanctions économiques contre le Burundi ont été levées. Cette incompréhension a été notifiée au ministre des Finances ce vendredi 16 février 2024 lors d'une séance de questions orales à l'hémicycle de Kigobe. Les élus du peuple demandent au ministre si ce n'est pas la corruption qui gangrène tous les secteurs du pays qui fait peur aux investisseurs. Pourquoi ces investisseurs fuient-ils? De toutes les façons, il y a un problème.
Un problème qui les empêche d'amener leurs investissements dans notre pays. C'est un pays vierge, comme on dit. Mais c'est peut-être lié au problème de corruption. Ils estiment que leurs investissements ne seront pas sécurisés parce que ce n'est pas du tout bon s'ils continuent de fuir notre pays, surtout qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison qui peut expliquer la perturbation de notre économie. Nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas sous embargo, même les sanctions qui nous avaient été imposées ont été levées. Dites-nous, où se situe exactement le problème? Un faible niveau des infrastructures comme les routes et l'électricité constitue une barrière aux investissements, selon le ministre des Finances Audace Niyonzima. Il indique par contre que le gouvernement est en train de faire de son mieux pour relever ces défis. Il y a plusieurs raisons qui expliquent l'absence des investisseurs dans le pays. Nous manquons par exemple d'infrastructures. Les usines ne peuvent pas se développer lorsqu'il n'y a pas d'électricité suffisante. Les usines ne peuvent pas se développer lorsqu'il n'y a pas de routes suffisantes. Il y a ces conditions de base sur lesquelles le gouvernement se focalise actuellement, comme l'énergie, l'électricité, l'eau, l'accès à l'Internet. Le mauvais climat des affaires, la corruption, la mauvaise gouvernance et l'absence d'une justice indépendante de nature à protéger les investisseurs sont des facteurs qui empêchent les investisseurs de venir au Burundi. C'est l'analyse de l'expert en économie Faustin Ndikumana. Il conseille aux autorités de supprimer ces obstacles aux investissements. Si la macroéconomique continuera à être structurée aujourd'hui au niveau de la politique de change, l'existence d'une différentielle de change entre marchés officiel au marché parallèle, il sera difficile d'investir. La politique fiscale qui met toujours les opérateurs économiques dans un système d'insécurité fiscale. Et il y a l'inflation. L'inflation actuelle n'est pas de nature à favoriser par exemple l'investissement à long terme. Et aussi la politique fiscale qui accable les taxes sur le commerce de biens et services et limite la demande. Ce sera en défaveur justement de l'investisseur. Deuxièmement, c'est le premier lié à la gouvernance, la justice indépendante qui protège les intérêts des propriétaires, qui protège les droits de propriété des investisseurs. Ça, c'est très fondamental. L'administration actuelle, l'administration centrale, qui ne favorise pas l'éclosion de l'investissement, qui accable les investisseurs de beaucoup de tracasseries administratives, sans oublier les exemples de paiement ici et là, la corruption de gauche à droite. Troisièmement, c'est cette concurrence déloyale qui est entretenue par le gouvernement suite à la collision entre les hommes d'affaires et les hommes politiques. Certains accèdent aux exonérations, d'autres non. Il y a ceux qui accèdent aux devises du marché officiel, d'autres non. Vous imaginez la différence au niveau des importateurs. Il y a le droit de propriété. Très récemment, le gouvernement disait que les investisseurs étrangers ne pourront plus avoir accès au droit de propriété d'acheter des parcelles. Ça aussi, c'est un problème. L'accès au marché public, on dirait que c'est un apanage. Et c'est un secret. Certains accèdent au marché public, d'autres non. Le niveau d'infrastructure, l'état des routes, des bâtiments, des ponts, des aéroports, le débit d'Internet ici dans notre pays. Des situations quand même qui laissent à désirer accéder au financement à long terme. Notre système bancaire et financier ne parvient pas à financer l'économie comme il faut, sans oublier le déficit budgétaire qui continue à se creuser. L'État assèche les capitaux sur le marché monétaire et financier, sans oublier cette insécurité qui commence aussi à grandir au niveau des frontières, fermeture des frontières. Tout cela va peser lourdement sur le niveau de l'investissement dans notre pays. Il faut vraiment de la sagacité pour comprendre les facteurs qui peuvent limiter l'investissement dans notre pays et prendre des solutions concrètes et idoines pour inverser la tendance. Le Burundi est le premier pays le plus corrompu des pays de l'Afrique de l'Est et est parmi les 20 pays les plus corrompus du monde selon le classement de Transparency International. Et c'est par ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Pierre Garungu était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.
Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine au cœur de la société que le journal de ce 17 février 2024 se termine. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite un bon week-end.